J'avais 8 ans quand ma mère est morte. Elle s'appelait Abena, une femme douce, au regard fatigué mais au cœur immense. Elle vendait du gari au marché de Kumasi pour qu'on ne manque jamais de rien. Son dernier mot avant de fermer les yeux fut « Aime toujours ton prochain, même quand il t'oublie ». Quand elle est partie, mon père a mis du temps à se relever. Il s'appelait Kwam, un homme juste, respecté, mais qui n'avait pas le cœur à rester seul. 2 ans après, il s'est remarié avec une femme qu'il appelait affectueusement « ma lumière », Onti Efua. Elle était belle, avec ses foulards éclatants, ses tresses fines et son sourire qui ne montrait jamais les dents. Quand je suis arrivé dans sa maison, elle m'a serré dans ses bras comme si j'étais sa propre fille. Moi, j'y ai cru. « Tu n'auras jamais à m'appeler belle-mère », m'a-t-elle dit, « je suis ta maman maintenant. » Je me suis mise à l'aimer. J'aidais à la cuisine, je lavais les assiettes, je restais sage même quand ses enfants me volaient mes chaussures ou déchiraient mes livres d'école. Mon père, aveuglé par l'amour, ne voyait rien. Mais moi, je me disais, elle est stricte, mais juste. C'est ce que je pensais. Jusqu'au jour où tout a changé. Ce soir-là, mon père était parti au village pour enterrer son oncle. La pluie frappait les tôles comme des tambours en colère. Onti Efua est entrée dans ma chambre, son regard plus froid qu'un matin d'harmattan. Elle m'a tendu un baluchon, avec mes quelques vêtements, mes cahiers et une brosse à dents. Pars. Je croyais qu'elle plaisantait. Je riais nerveusement. Maman, pourquoi tu veux que je sorte? Il pleut. Elle a haussé la voix, pour la première fois. Une voix qui glaçait. Je ne suis pas ta mère. Et ton père n'est pas là. Dehors. Et là, j'ai compris. Ce n'était pas un malentendu. C'était un rejet. Il était un peu plus de 21 heures. Les éclairs zébraient le ciel, et le tonnerre faisait vibrer la terre rouge. Je suis resté là, devant la porte en bois mal fermée, mon baluchon à la main, les pieds nus, tremblante. Elle finira par ouvrir la porte, pensais-je. Mais non. Rien. Aucune lumière. Aucune voix. Juste le silence. Et la pluie. Je suis resté ainsi, debout sous le porche, pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Puis le vent s'est levé, emportant mes illusions avec lui. Mon petit cœur de 10 ans battait fort, non pas de froid, mais de peur. Où allais-je aller? Qui m'attendait dehors? Je pensais aux histoires de voleurs d'enfants, aux esprits qui rôdent la nuit, et aux chiens errants. Finalement, je me suis décidé. J'ai descendu les 3 marches de ciment et j'ai marché, pieds nus, sur les pierres humides. Les gouttes de pluie se mêlaient à mes larmes. Je suis passé devant la boutique fermée de Madame Akosua. Personne. Puis devant la maison du vieux Mawuli, qui ne sortait plus depuis qu'il avait perdu sa jambe. Puis je l'ai vu. Une vieille chaise, abritée par un kiosque en tôle rouillée, à côté d'un gros manguier. Je m'y suis assise, serrant mon baluchon contre moi comme une barrière entre le monde et mon petit corps trempé. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je regardais les lucioles danser sous la pluie, le cœur en miettes. Mais au fond de moi, quelque chose naissait. Une petite voix. Une promesse. Tu survivras. Tu grandiras. Tu raconteras. Et dans cette obscurité, une certitude m'a traversé. Je ne laisserai jamais une autre petite fille se sentir aussi seule que moi ce soir. Le matin est arrivé comme une gifle. Le soleil, encore timide, s'étirait entre les branches du manguier. Mes vêtements étaient trempés, mes yeux brûlés par la fatigue. Mon ventre criait. J'avais faim. Mais plus encore, j'avais honte. Une vieille femme passait, traînant un seau vide. Elle me vit, recroquevillée, tremblante. Elle s'arrêta net. « Eh, petite, tu fais quoi ici à cette heure? Tu dors dehors maintenant. » Je n'ai pas répondu. J'ai juste serré mon baluchon et baissé les yeux. Elle s'approcha lentement, puis posa une main ridée sur mon épaule. « Je m'appelle Nana. Viens chez moi, tu vas attraper la fièvre comme ça. » Je ne la connaissais pas. Mais sa voix était douce, un peu rauque comme celle de ma vraie mère quand elle avait une longue journée. J'ai hoché la tête, trop faible pour parler. Elle habitait à 2 ruelles de là, dans une petite maison en terre battue, entourée de pots de plantes médicinales. Une chèvre bêlait dans un coin de la cour. L'intérieur sentait le gingembre, l'encens et la paix. Elle m'a donné un pagne sec, puis m'a tendu un bol de porridge chaud. Je n'oublierai jamais ce goût. Ce n'était pas juste de la nourriture. C'était un câlin. « Tu viens d'où » m'a-t-elle demandé plus tard, alors que je me réchauffais près du foyer. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai murmuré. De la maison de ma belle-mère. Son visage s'est assombri. Elle t'a chassé, n'est-ce pas? Je n'ai fait qu'un petit signe de tête. Elle a soupiré longuement, puis a dit, d'une voix calme mais ferme.
Alors tu restes ici maintenant. Ce monde est cruel, mais Dieu met toujours une personne sur ton chemin. Et dans ce moment de silence partagé, une graine d'espoir s'est plantée dans mon cœur. Les jours passaient, et dans la petite maison de tante Nana, chaque moment semblait enveloppé de douceur. Pourtant, sous cette paix apparente, il y avait des secrets. Des silences plus lourds que des mots. Tante Nana n'était pas juste une vieille femme ordinaire. Tout le quartier la respectait, la craignait même un peu. Les enfants la saluaient avec crainte, les femmes lui envoyaient du bissap les jours de marché. On disait qu'elle connaissait les herbes qui guérissent, et celles qui punissent. Mais avec moi, elle était différente. Chaque matin, elle me réveillait avec un proverbe. Quand l'aube se lève, même les ombres disparaissent. Elle m'a appris à balayer la cour avec des mouvements lents mais précis, à reconnaître les feuilles de Nîmes, les racines de quinquelibat, à préparer une infusion contre le paludisme. Je l'écoutais, fasciné. C'était comme vivre dans un monde caché, entre les murs de terre rouge et les secrets du feu. Un jour, alors qu'elle préparait une décoction, je lui ai demandé « Pourquoi tu vis seule, Nana ?» Elle s'est arrêtée net. Elle a regardé le feu, longtemps. Puis elle a dit « Parce que j'ai aimé trop fort, et que le monde ne sait pas aimer les femmes fortes. » Je n'ai pas compris tout de suite. Mais j'ai senti la douleur dans ses yeux. Une douleur ancienne, profonde, enterrée. C'est ce jour-là qu'elle m'a confié son premier secret. Les gens t'abandonneront, ma fille. Mais le savoir que tu portes te protégera toujours. Et ce fut le début d'un autre apprentissage. Un qui ne se trouvait pas dans les livres. Un savoir transmis par les mains, par les regards, par les silences entre deux cuillères d'infusion amère. Il était 17 heures, un vendredi. Le ciel était doré, et la poussière dansait dans les rayons du soleil couchant. Tante Nana tressait des feuilles de palmier sur le pas de la porte. Moi, je triais des écorces dans une calebasse, concentré, tranquille. Et puis, une voix. Une voix que je n'avais pas entendue depuis des semaines. Adjoa. Je me suis figé. Adjoa, c'est toi. Je me suis retourné. Mon père. Debout. Amaigri. Fatigué. Sa chemise beige était froissée, son regard bouleversé. Il m'a fixé comme s'il voyait un fantôme. Je n'ai pas couru vers lui. Je n'ai pas crié de joie. Mon cœur, lui, hésitait. Tante Nana s'est levée lentement. Elle l'a regardé droit dans les yeux. C'est donc vous, le père de cet enfant. Il a hoché la tête, silencieux. Et vous ne saviez pas qu'elle dormait dehors, seule, sous la pluie. Mon père a blêmi. Il a posé ses deux mains sur sa tête, accablé. Je ne savais pas. Je suis rentré, et Fua m'a dit qu'elle était partie vivre chez une tante à Accra. Je l'ai cru. J'ai cherché, mais je n'imaginais pas. Il s'est tourné vers moi, des larmes aux yeux. Pardon, Adjoa. Pardon ma fille. Je ne t'ai pas protégée. Je t'ai laissée seule. Ce n'était pas la voix forte de l'homme que je connaissais. C'était la voix d'un père brisé. Je n'ai pas pleuré. Je me suis juste levé doucement et j'ai murmuré. Tu n'étais pas là. Il a baissé la tête. Et c'est tante Nana qui a répondu à sa place. Elle est encore là aujourd'hui grâce à elle-même. Si tu veux réparer, ne commence pas par parler. Commence par écouter. Et dans ce moment suspendu, sous les feuilles du manguier, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas de la haine. Pas du pardon non plus. Mais une ouverture. Une possibilité. Le lendemain du retour de mon père, il est revenu chez tante Nana. Cette fois, il portait un sac de provisions, du riz, de l'huile rouge, du poisson fumé. Il voulait aider, réparer, se faire pardonner. Mais tante Nana, comme toujours, était calme et droite comme un baobab. Ce ne sont pas les vivres qui guérissent une blessure, c'est la vérité. Alors, ce jour-là, elle a sorti un vieux tabouret, et nous a tous fait asseoir sous le manguier. Le silence était lourd, pesant comme l'air avant la pluie. « Tu veux vraiment comprendre ce qui s'est passé ?» lui a-t-elle demandé. Mon père a hoché la tête. Et alors, Nana a raconté ce que j'avais gardé pour moi. Comment j'avais été mise dehors sous la pluie. Comment j'avais dormi seule comme une orpheline. Comment ses propres enfants me volaient et me frappaient en cachette. Et surtout, comment Efua, la femme qu'il appelait de ma lumière, avait éteint la mienne. Mon père tremblait. Il serrait son genou de ses mains rugueuses. Puis, doucement, Nana a murmuré. « Tu veux la vérité entière ? Efua ne t'a jamais aimé. Et pire encore, elle t'a fait disparaître volontairement. » Il a levé les yeux, choqué. « Comment ça ?» Elle a fouillé dans une petite boîte en bois et en sorti un morceau de papier froissé. Une lettre, écrite de la main d'Efua. Une lettre qu'elle avait confiée à une voisine,
pensant qu'elle resterait cachée. La lettre disait « Je n'ai pas de place pour cette fille. Elle me rappelle une femme que je ne pourrai jamais être. Il vaut mieux qu'elle parte. Quoi, mais trop aveugle pour comprendre. » Mon père lisait, relisait, puis il s'est levé brusquement. « Non, non, ce n'est pas possible. Elle ne ferait pas ça. » Mais la vérité n'attend pas d'être croyable. Elle est ce qu'elle est. Tante Nana le regarda droit dans les yeux. « C'est maintenant que tu choisis. Soit tu continues à vivre dans l'ombre, soit tu regardes la lumière en face. » Et ce soir-là, j'ai vu mon père pleurer. Pas des larmes de honte. Des larmes d'éveil. Le lendemain matin, mon père n'était plus le même. Il n'avait pas bien dormi. Ça se voyait à ses yeux rouges, à son visage vieilli. Il avait trop de poids sur le cœur, et cette fois, il ne cherchait plus à le cacher. Assis sous le manguier, là où la vérité avait explosé la veille, il a pris ma main dans la sienne. Sa paume était calleuse, mais sa voix tremblait. « Adjoa, je t'ai laissé seul. J'ai failli à mon devoir de père. Mais aujourd'hui, je veux réparer. » Je n'ai rien dit. J'écoutais. Je le testais. J'attendais des actes. Tante Nana le fixait, silencieuse. Elle savait que les mots ne valent rien sans choix. Alors, mon père s'est levé. Je vais aller parler à Efua. Je vais lui dire que je sais tout. Et je vais prendre ma fille avec moi. Je suis son père. Elle a sa place dans mon foyer. Cette phrase, je l'attendais depuis des années. Mais tante Nana l'arrêta d'un geste de la main. Tu veux qu'elle revienne sous le même toit que celle qui l'a chassée? Est-ce que tu veux qu'elle revive ce cauchemar? Mon père baissa la tête. Il savait qu'elle avait raison. Alors il proposa. Je vais quitter la maison. On ira vivre ailleurs. Moi et ma fille. Loin de cette femme. Je suis prêt à tout recommencer. C'est là que tante Nana s'est adoucie. Elle hocha la tête lentement, puis dit. Alors tu as choisi. Ce n'est pas facile de quitter ce qu'on connaît. Mais parfois, c'est la seule manière de guérir. Ce jour-là, mon père a fait un pas immense. Il a quitté Efua. Il a pris une petite chambre à Azokwa, un quartier simple, mais paisible. Il m'a acheté un nouveau sac d'école, des sandales, et un cahier tout blanc, où il m'a dit d'écrire chaque jour ce que je ressentais. Tu es une survivante, Adjoa. Maintenant, tu peux aussi devenir une conteuse. Et ce fut le début de notre nouvelle vie. Pas parfaite, mais vraie. Azokwa n'était pas un quartier brillant. Les routes étaient trouées, les maisons collées les unes aux autres comme des briques de fortune. Mais c'était calme. Et pour la première fois depuis longtemps, je pouvais dormir sans sursauter au moindre bruit de pas. Mon père avait trouvé un petit emploi comme veilleur de nuit dans une usine. Il rentrait au lever du jour, épuisé, mais heureux. Chaque matin, il me souriait et disait « Adjoa, tu es mon soleil dans la nuit. » À l'école, les enfants me regardaient un peu de travers au début. J'étais la fille qui vivait chez la vieille herboriste. Mais je travaillais dur. Et peu à peu, même les professeurs remarquèrent ma transformation. J'écrivais dans mon cahier chaque jour. Mes peines, mes rêves, mes souvenirs. C'était comme si l'encre chassait les douleurs enfouies. Mais le passé, il n'oublie jamais. Un après-midi, alors que je rentrais de l'école, je la vis. Efua. Debout, de l'autre côté de la route. Habillée comme toujours, foulard haut sur la tête, robe imprimée, regard dur. Elle m'observait, sans bouger. Pas un mot. Juste ce silence lourd, comme un coup invisible. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Elle n'avait rien à faire ici. Elle ne vivait pas à Azokwa. Et pourtant, elle était là. À mes pieds. Le soir, je n'ai rien dit à mon père. Il avait l'air fatigué, il souriait encore. Je ne voulais pas lui voler ça. Mais dans mon sommeil, j'ai rêvé d'elle. De sa voix sèche me disant encore. Je ne suis pas ta mère. Je me suis réveillé en sueur. Ce jour-là, j'ai compris que si je voulais guérir, il fallait que j'affronte ce passé. Pas pour elle. Pour moi. Le jour suivant, je ne suis pas allé à l'école. Je me suis réveillé tôt, lavé, habillé sans bruit, et j'ai marché vers le centre du quartier. Mon cœur battait comme un tambour. J'avais décidé, je n'allais plus fuir. Je n'étais plus la petite fille tremblante sous la pluie. J'étais Adjoa. Et j'avais survécu. Je l'ai trouvée, comme je m'y attendais, assise dans une buvette, sirotant un soda chaud, entourée de deux voisines à la langue aussi tranchante que des machettes. Elle m'a vu, et son sourire s'est effacé. Les voisines se sont tues, intriguées. Je me suis approché, droite. J'ai fixé son regard, sans cligner. Je sais pourquoi tu es venu me chercher des yeux, Efua. Elle a haussé les sourcils. Elle faisait semblant de ne pas comprendre.
Tu croyais que j'allais rester brisé? Que je pleurerais jusqu'à me perdre? Non. J'ai trouvé une maison. J'ai trouvé la paix. Les voisines nous observaient, choquées. Efua a posé son verre. Sa voix était lente, glacée. Tu as trop de langue pour une enfant abandonnée. Je me suis rapproché encore, les poings serrés. Tu ne m'as pas abandonné. Tu m'as jeté. Et tu voulais que je disparaisse. Mais je suis encore là. Je ne sais pas où j'ai puisé cette force. Peut-être dans chaque nuit d'angoisse. Dans chaque matin où j'ai dû me battre pour manger. Dans chaque mot que tante Nana m'a enseigné. Tu m'as enlevé une maison. Mais tu m'as offert une vérité. Je te remercie. Parce que grâce à toi, je sais maintenant qu'on peut se reconstruire, même quand ceux qu'on aime nous détruisent. Elle ne répondit rien. Pas un mot. Son silence, c'était ma victoire. Je suis reparti, le pas léger. Et ce jour-là, j'ai senti le poids s'envoler. Comme si l'air était plus doux. Comme si j'avais grandi d'1 mètre. Le soir où j'ai tenu tête à Efua, quelque chose a changé. Pas dans le monde. Dans moi. Je me suis regardé dans le petit miroir fissuré de notre chambre à Azokwa, et j'ai vu une fille que je ne reconnaissais presque plus. Les yeux plus durs, le dos plus droit, le regard plus profond. Ce n'était plus la peur qui guidait mes pas. C'était la clarté. La certitude que j'avais survécu au pire, et qu'à présent, j'étais libre de devenir quelqu'un d'autre. Pas l'ombre d'une enfant rejetée, mais une femme en devenir. C'est dans ces jours-là que j'ai commencé à écrire pour de vrai. Je ne parlais plus seulement de mes douleurs. J'écrivais les douleurs des autres. Celles que je voyais chez Nana. Celles que je lisais dans les yeux des petites filles du quartier. Celles que je devinais dans le regard des mères épuisées au marché. Je remplissais des cahiers entiers. Mon père, quand il en trouvait un, le lisait en silence. Puis il me disait doucement, « Un jour, ton nom sera dans les livres. » Un soir, assise à la lumière d'une lampe à pétrole, il m'a regardé écrire et m'a demandé, « Et si tu racontais ton histoire, du début, tout entière, pour que d'autres comprennent ?» Je l'ai regardé, hésitante. « Tu crois que ça servira à quelqu'un ?» Il a souri, cette fois avec assurance. « Il y a des milliers de filles comme toi, Adjoa. Si tu racontes, peut-être qu'elles auront le courage de ne pas se taire. » Et à ce moment précis, j'ai su que ma douleur n'était pas inutile. Elle était une graine. Et moi, j'étais prête à la faire pousser. Il y avait ce concours d'écriture, organisé par une association de femmes de Kumasi. Le thème. Racontez une histoire vraie qui a forgé votre caractère. Mon professeur d'anglais m'avait tendu l'affiche, un matin, entre 2 leçons. Adjoa, je crois que tu devrais y participer. Tu as des choses à dire. Je l'ai gardé dans mon sac pendant 2 jours. Peur, doute, honte même. Et puis, un soir, alors que mon père dormait, je me suis assise sur notre tabouret bancal, le cahier grand ouvert, et j'ai écrit. J'ai écrit mon histoire, sans filtre. J'ai parlé de ma mère disparue, de ma belle-mère cruelle, de cette nuit sous la pluie. J'ai raconté tante Nana, la guérisseuse silencieuse, l'amour oublié mais vivant. J'ai parlé de ma voix, longtemps enterrée, maintenant libérée. Je n'écrivais plus pour fuir. J'écrivais pour exister. J'ai envoyé mon texte avec l'aide du professeur. 1 semaine plus tard, un appel est venu à l'école. Adjoa Kwam, finaliste nationale. Je n'y ai pas cru tout de suite. Moi, une finaliste? Moi, l'enfant rejeté? La fille aux pieds nus? Quand j'ai annoncé la nouvelle à mon père, il a éclaté de rire. Pas un rire moqueur. Un rire rempli de fierté. Puis il a crié. C'est le début, ma fille. Ce n'est que le début. Tante Nana, quand elle a appris la nouvelle, a simplement souri et dit. Tu vois, même les plantes poussées dans la poussière peuvent fleurir. Et moi, pour la première fois, je me suis senti fier. Pas juste soulagé d'avoir survécu. Fier de ce que j'étais devenu. La finale du concours avait lieu au Centre culturel national de Kumasi. C'était la première fois que je quittais le quartier d'Azokwa depuis longtemps. La première fois que je mettais une robe neuve, offerte par le professeur, repassée avec soin, ourlée à la main. La première fois aussi que je montais sur une scène. Quand je suis arrivé dans la salle, mes jambes tremblaient. Il y avait au moins 200 personnes, femmes élégantes en pagne-cante, hommes en costume, élèves en uniforme, journalistes, membres du jury, et au fond, mon père et tante Nana, debout dans l'ombre, discrets mais présents. Leur regard me soutenait plus que 1000 applaudissements. Les finalistes passaient un à un, récitant leurs textes sur la résilience, la pauvreté, la maladie, le courage. Chacun d'eux m'impressionnait, mais dans mon cœur, une voix me disait « Ton histoire n'est pas juste triste.
Elle est vraie. Et dans le vrai, il y a la force. Mon nom a été appelé. Adjoa Kwam. 14 ans. Azokwa. La salle est devenue silencieuse. Je suis monté. Lentement. Une main sur mon cœur. L'autre tenant mes feuilles tremblantes. Je me suis avancé vers le micro. Je me suis raclé la gorge. Et puis j'ai commencé. Je suis né d'une femme fatiguée, morte trop tôt, et d'un père qui a mis du temps à ouvrir les yeux. Je suis la fille que la vie a testée, jetée, oubliée, pour mieux l'élever. Quand j'avais 10 ans, ma belle-mère m'a mise dehors sous la pluie, un baluchon à la main, un vide dans le cœur. Elle m'a dit, « Je ne suis pas ta mère ». Ce soir-là, j'ai appris ce que c'était. Le rejet, le froid, la peur, la solitude. Mais j'ai aussi appris autre chose. Que la rue ne tue pas les cœurs solides. Qu'une vieille femme, ignorée par le monde, peut offrir plus d'amour qu'une famille entière. Que le silence d'un père peut blesser, mais que son réveil peut tout changer. Je suis venu ici non pas pour que l'on me plaigne. Je suis venu dire à toutes les petites filles qu'on oublie, qu'on bat, qu'on chasse. Vous avez le droit de vivre, de parler, d'exister. Et à toutes les femmes qui croient qu'aimer, c'est dominer, qu'éduquer, c'est humilier, je veux dire ceci. Un jour, vous serez jugés. Pas par les gens, par la vie elle-même. Car ce que vous semez, vous le récolterez. Moi, j'ai choisi de semer des mots. Des mots qui guérissent. Des mots qui éveillent. Des mots qui sauvent. Silence. Long. Intense. Électrique. Puis une standing ovation. Pas juste des applaudissements. Des cris. Des larmes. Des femmes debout, se tenant la poitrine. Des hommes secouant la tête, émus. Je suis descendu de scène, les jambes toujours tremblantes, mais cette fois, pas de peur. De puissance. Mon père avait les larmes aux yeux. Il ne dit rien. Il m'a juste prise dans ses bras. Et tante Nana, en me touchant la tête, m'a soufflé à l'oreille. Tu n'es plus une survivante, Adjoa. Tu es une voix. Le lendemain du concours, je ne suis pas allé à l'école. Pas par fatigue. Par choc. Quand je suis sorti acheter du pain, la vendeuse m'a fixé comme si elle me voyait pour la première fois. Tu n'es pas la fille qui a parlé à la télé hier soir? Celle avec l'histoire de la belle-mère. Je me suis figé. Oui, c'est moi. Elle m'a tendu le pain avec un sourire large, presque maternel. Que Dieu te bénisse, ma fille. Tu as parlé pour nous toutes. Tout est allé vite. Télévision, une vidéo de mon discours avait été diffusée sur une chaîne locale. Puis partagée sur WhatsApp, TikTok, Facebook. En quelques jours, mon nom circulait dans toute la région. L'enfant rejeté devenu voix des sans-voix. Adjoa, la fille qui a fait pleurer Kumasi. Des journalistes ont commencé à appeler l'école. Des radios voulaient m'interviewer. Une ONG m'a contacté pour une campagne contre la violence domestique. Et même, une journaliste de la capitale, Accra, a pris un bus jusqu'à Azokwa juste pour m'interviewer. Elle m'a demandé « Tu as conscience que ton histoire touche le cœur du pays entier ?» Je lui ai répondu simplement « Je voulais juste que quelqu'un m'écoute. Maintenant, j'écoute les autres. » Mais avec la lumière, viennent aussi les ombres. Un soir, alors que je rentrais, je vis Efua, encore une fois. Pas dans la rue cette fois, à notre porte. Elle tenait un foulard usé, son visage marqué de fatigue. Mon père sortit à sa rencontre, surpris. « Que fais-tu ici, Efua ?» Elle ne leva même pas les yeux. « Je veux parler à Adjoa. » Je me suis figé. Mais cette fois, je n'avais plus peur. Elle se tenait là, dans l'ombre du porche, les yeux fuyants, le foulard défait, les mains jointes comme une mendiante. Efua. Celle qui avait effacé mon enfance d'un simple geste de la main. Mon père ne bougeait pas. Il était figé, partagé entre colère et devoir. Mais moi, je respirais lentement. Très lentement. Je me suis avancé, droite, les épaules hautes. Elle m'a regardé. Longtemps. Et puis elle a dit d'une voix basse, presque étouffée. « Je ne suis pas venu pour que tu me pardonnes. Je suis venu, parce que ta voix m'a réveillé. J'ai vu la vidéo. J'ai reconnu chaque mot. J'ai vu ce que j'ai fait. » Un silence. Immense. Puis elle a baissé les yeux. Je croyais qu'en te rejetant, je faisais disparaître mon insécurité. Mais en fait, j'ai semé ma propre honte. Je ne savais pas quoi dire. Pas encore. Alors elle a continué. J'ai voulu dominer. Être la seule lumière. Mais ta lumière, elle brillait sans demander la permission. Et moi, je l'ai éteinte. Elle pleurait.
Pour la première fois. Vraiment. J'ai échoué. En tant que femme. En tant que mère. Et tu n'as rien mérité de ce que je t'ai fait. Mon père l'observait, bouche serrée, poing dans les poches. Il était ému, mais prudent. Il savait que les mots blessent, mais que les actes guérissent ou ne guérissent pas. Moi, je me suis approché. J'ai regardé Efua dans les yeux, puis j'ai dit. Je ne t'ai pas attendu. Je n'ai pas attendu ton pardon pour avancer. J'ai appris à marcher sans tes bras. J'ai appris à aimer sans ton affection. Et j'ai appris à parler, sans ta voix. Elle tremblait. Je voyais qu'elle s'effondrait de l'intérieur. Mais, je ne veux pas que tu portes ma douleur comme une prison. Ce serait te ressembler. Et je ne suis pas toi. Je me suis tourné vers mon père. Elle a fait son choix. Et moi, j'ai fait le mien. Je ne l'oublierai pas, mais je vais continuer à avancer. Efua a reculé. Elle a compris. Il n'y aurait pas de retour, ni de pardon théâtral. Juste une vérité nue. Et une séparation claire et paisible. Avant de partir, elle a murmuré. Merci, pour ne pas être devenue comme moi. Et elle est partie. Pour de bon. Les jours qui suivirent cette rencontre furent étranges. Je pensais que tout allait se calmer. Que le silence allait revenir. Mais non. La vérité, une fois libérée, ne se tait plus. La vidéo de mon discours continuait de circuler. Cette fois, elle avait été partagée au niveau national. Des journalistes m'appelaient. Des activistes m'invitaient à parler dans des écoles, des forums, même à la radio. Mon nom, Adjoa Kwam, était désormais un symbole. Celui de toutes ces jeunes filles oubliées, rabaissées, effacées. Mais ce symbole avait un coût. Un jour, à la sortie de l'école, 2 filles plus âgées m'attendaient. Tu crois que t'es qui? Une star? Une martyre? Tu veux qu'on pleure pour toi? Je n'ai pas répondu. Leur regard était celui que je connaissais, le regard de celle que la vérité dérange. Puis, un professeur m'a appelé à part. Il avait l'air gêné. Adjoa, ton histoire est forte. Mais fais attention. Tu exposes des choses que certains préfèrent cacher. Même à la maison, des lettres anonymes arrivaient parfois. Tu mens. Tu salis ta famille. Tu inventes pour être célèbre. Tu veux faire honte aux vraies mères. Je lisais, en silence. Mais je n'avais rien inventé. Et puis, un matin, quelqu'un est venu frapper à notre porte. C'était un homme en costume, accompagné d'une femme sévère. Ils étaient venus de la direction régionale de la protection de l'enfant. Leur regard était sérieux. Nous avons lu son texte. Nous avons mené une enquête. Et nous voulons vous informer que ce cas va maintenant faire l'objet d'un rapport officiel. Mon père s'est levé, confus. Vous voulez dire que vous allez enquêter sur Efua? Ils ont hoché la tête. Oui. Et sur les conditions de vie d'Adjoa à l'époque où elle vivait avec elle. Je ne savais pas si je devais être soulagé ou inquiète. La vérité avait ouvert une porte. Une porte qui ne se refermerait plus. Et au fond de moi, une voix murmurait. Dis la vérité, même si ta voix tremble. 2 semaines après leur première visite, les agents de la protection de l'enfant sont revenus. Cette fois, ils n'étaient pas là pour discuter. Ils avaient un dossier, un carnet de notes et un enregistreur vocal. Adjoa, nous allons devoir entendre ton témoignage officiel. Je me suis assise sur le banc de la cour, les mains posées sur mes genoux. Mon père était à côté, tendu, mais silencieux. Tante Nana, qui avait été témoin de mes premiers jours d'abandon, s'était aussi proposée pour témoigner. L'enquêtrice m'a regardé droit dans les yeux. Ne te presse pas. Dis-nous simplement ce qui s'est passé. Depuis le début. Et j'ai parlé. Silhouette de tête qui parle de ma mère morte trop tôt. Silhouette de tête qui parle d'Efua, au début douce, puis distante. Silhouette de tête qui parle des humiliations, des silences, des coups voilés. Silhouette de tête qui parle de la nuit où j'ai été chassé sous la pluie, comme un animal. Silhouette de tête qui parle du baluchon, du porche fermé, du froid, de la peur. Silhouette de tête qui parle et surtout de comment j'ai survécu. Grâce à moi. Grâce à Nana. L'enregistreur tournait. Les stylos grattaient le papier. Mais personne ne m'interrompait. Quand ce fut terminé, tante Nana parla à son tour. Elle confirma chaque mot. Elle montra la lettre d'Efua, qu'elle avait conservée dans une enveloppe plastique. L'enquêtrice la lut à haute voix. Je n'ai pas de place pour cette fille. Elle me rappelle une femme que je ne pourrai jamais être. Le silence tomba. Cette lettre, comme un aveu écrit, changeait tout. Puis vint la déclaration de mon père.
J'ai été aveugle. Mais maintenant, j'ouvre les yeux. Ce que ma fille a vécu, personne ne devrait vivre ça. L'agent ferma son dossier. Sa voix était ferme. Merci pour votre courage. Nous avons ce qu'il faut. Ce dossier va passer devant le comité local de justice sociale et de médiation familiale. Il y aura une suite, soyez en sûrs. Je ne savais pas ce que ça impliquait. Je ne voulais pas de vengeance. Juste qu'on reconnaisse que ce que j'avais vécu était réel. Pas un caprice. Pas une invention. Une douleur vraie. Ce soir-là, en regardant les étoiles, j'ai dit à mon père. Papa, tu crois qu'elle ira en prison? Il m'a répondu doucement. Je ne sais pas, ma fille. Mais ce qui est sûr, c'est que la vérité, elle, est déjà libre. Le rapport de l'enquête était arrivé à la mairie de quartier. Comme promis, il fut présenté lors d'une assemblée communautaire, une réunion mensuelle où les habitants venaient parler de sécurité, d'éducation, de conflits de voisinage. Mais cette fois-ci, tous étaient là pour moi. Le chef de zone, un homme respecté qu'on appelait simplement Nana Kofi, avait invité les autorités locales, des représentants des affaires sociales, et même FUA, convoquée formellement. Elle est venue. Forcée. Silencieuse. Habillée sobrement, foulard noir, lèvres serrées. Pas la FUA flamboyante d'autrefois. L'ombre d'elle-même. Le rapport fut lu devant tous, d'une voix neutre et claire. Il est établi que la jeune Adjoa Kwam a subi des violences psychologiques, de la négligence grave et un abandon caractérisé. De la part de sa belle-mère, Efua Mensah, épouse légale de Kwam Mensah. Dans la foule, un murmure, des halètements. Certains se tournaient vers Efua, choqués. D'autres baissaient les yeux, honteux de n'avoir rien vu, ou d'avoir vu, et s'être tus. Puis ce fut mon tour de parler. Devant tous. Je n'avais rien préparé. Rien écrit. Je me suis levé. Droite. Je ne suis pas ici pour me venger. Je suis ici pour que vous sachiez. Vous qui m'avez vu passer dans la rue sans chaussures. Vous qui avez entendu des cris et n'avez rien dit. Vous qui avez cru qu'une belle-mère ne pouvait pas faire de mal. Maintenant, vous savez. Ce n'est pas seulement Efua qui m'a blessé. C'est votre silence aussi. Un frisson a traversé l'assemblée. Puis j'ai ajouté. Je suis encore debout. Mais combien d'Adjoa ne le sont pas? Je parle pour elle. Et aujourd'hui, je vous demande une chose. Ne vous taisez plus. Un moment de silence. Puis une vieille voisine, Madame Dédé, s'est levée. Elle tremblait. Je savais. Et je n'ai rien dit. Que Dieu me pardonne. Puis un enseignant. Puis une voisine qui avait refusé un jour de m'offrir à manger. Et une autre qui disait m'avoir cru, trop dramatique. Tous, un par un, avouaient leur complicité passive. Et moi, debout au milieu, je ne ressentais ni haine, ni triomphe. Seulement une immense paix. La vérité ne m'avait pas détruite. Elle les avait éveillés. Ce soir-là, après l'assemblée publique, je suis rentrée silencieuse. Ni en colère, ni soulagée. Juste, vidée. Dans ma chambre, je me suis assise près de la lampe à pétrole. J'ai ouvert un cahier, pris mon stylo noir, et j'ai écrit. Pas un témoignage pour les autres cette fois. Une lettre. Pour elle. Pas Efua. Ma vraie mère. Abena. Lettre à ma mère. Maman. Il paraît que tu étais douce. Que tu chantais pendant que tu lavais le linge. Que ton rire réchauffait même les jours de pluie. Tu es partie quand j'étais trop petite pour te comprendre. Mais je me souviens de ton regard. Il disait, tiens bon. J'ai voulu croire qu'avec Efua, j'avais retrouvé ton amour. J'ai cru qu'elle serait une autre version de toi. Mais elle ne l'a jamais été. Et j'ai payé cher cette illusion. Mais ne sois pas triste pour moi, maman. Tu sais pourquoi? Parce que je me suis relevé. Je n'ai pas coulé. Même seul, même rejeté, j'ai appris à devenir mon propre pilier. Tu aurais aimé tante Nana. Elle m'a sauvé. Pas avec de grands gestes, mais avec ses silences, ses feuilles d'herbe, ses mains chaudes. Tu aurais été fier de papa aussi. Il a fini par voir. Il m'a tendu la main quand j'étais déjà debout, mais je lui ai quand même tendu la mienne. Je ne t'ai pas connu longtemps, mais tu vis en moi. Dans mes choix. Dans ma voix. Dans mon pardon. Merci de m'avoir donné la vie. Je te promets de continuer à la mériter. Ton Adjoa. Je relus la lettre 3 fois. Puis je la glissai dans mon cahier, entre 2 pages d'histoire. Pas pour la montrer. Juste pour la garder vivante. Cette nuit-là, je rêvais de ma mère. Elle ne disait rien. Elle me regardait, assise sur un tabouret, et souriait. Un sourire plein. Fier. Et moi, je lui tendais la main.
C'était un samedi matin, tranquille. Le genre de matin où le marché résonne au loin, où les marmites chantent déjà dans les cours, où le soleil dore les murs d'argile. Je balayais notre devanture quand le téléphone de l'école a sonné. Le professeur d'anglais est venu me chercher, hors d'haleine. « Adjoa, viens vite. C'est pour toi. C'est important. » Je l'ai suivi, inquiète. Dans le bureau du directeur, un téléphone à haut-parleur m'attendait. Une voix douce, féminine, posée, a résonné. « Bonjour. Je m'appelle docteur Y.A. Mansima. Je suis présidente de l'Organisation nationale pour la protection des filles et des jeunes femmes. » J'ai cligné des yeux, figé. Nous avons suivi ton histoire, ton discours, ton courage, ta manière de parler sans violence, mais avec vérité. Tu as touché tout le pays. Et au-delà. Je ne savais pas quoi dire. Adjoa, nous voulons te proposer une bourse complète. Pour étudier dans une école spécialisée en écriture, journalisme et expression orale à Accra. Une école pour futurs leaders. Ton talent est une lumière qu'on ne peut pas éteindre. Le directeur me regardait, les mains jointes sous son menton. Qu'est-ce que tu en dis, ma fille? Je n'ai pas répondu tout de suite. J'avais l'impression qu'on m'avait ouvert une porte dorée, dans un monde que je n'osais même pas rêver. Puis j'ai soufflé. J'accepte. Mais je veux emmener mon histoire avec moi. Je ne veux pas qu'on me transforme. Je veux rester vrai. La femme a ri, doucement. C'est exactement pour ça qu'on t'a choisi. Ce soir-là, mon père a pleuré. Encore. Pas des larmes de tristesse. Des larmes d'émerveillement. Je t'ai perdu une fois. Mais Dieu t'a ramené, plus grande que jamais. Tante Nana, elle, n'a pas dit un mot. Elle m'a simplement serré dans ses bras, longuement. Puis elle a glissé quelque chose dans mon sac, un sachet d'herbes séchées et une petite pierre noire. Pour te rappeler d'où tu viens. Et moi, cette nuit-là, j'ai regardé le ciel. Je ne me sentais plus victime. Ni même survivante. Je devenais semeuse. Et le monde entier, un champ à éclairer. Le matin du départ, le ciel était calme, presque figé, comme s'il savait que ce jour-là marquait la fin d'un chapitre. La bourse pour l'école d'Accra incluait le logement, les frais, les livres, l'uniforme. Tout. Mais ce que je prenais avec moi ne se trouvait pas dans une valise. Je me suis levé avant l'aube. J'ai balayé une dernière fois la cour, comme m'avait appris tante Nana. Chaque grain de poussière semblait me dire « Tu as laissé une trace ici ». Tante Nana avait préparé un petit sac de collation, du gari sucré, des noix de cola, un sachet d'eau glacée attaché avec du fil. Elle m'a regardé sans un mot, puis a dit d'une voix lente « Tu as porté la douleur. Maintenant, porte le savoir. Mais n'oublie jamais la poussière qui t'a élevé. » Je l'ai serrée fort, plus que jamais. Elle avait été plus qu'une sauveuse. Elle avait été ma fondation. Mon père, lui, m'attendait devant la maison avec un petit vélo. Il l'avait réparé spécialement pour moi. Il ne savait pas quoi offrir, alors il m'offrait ce qu'il savait faire, un moyen d'aller plus loin. Ce vélo t'amènera au quart. Mais c'est toi qui pédaleras vers ton avenir. Il souriait, les yeux rouges. Puis il a sorti un carnet usé de sa poche. C'est de ta mère. J'ai mis du temps à le retrouver. Elle écrivait aussi. Je crois que maintenant, il est à toi. Je l'ai pris, les mains tremblantes. À l'intérieur, des phrases simples, douces, des pensées, des recettes, des prières. C'était comme si elle m'accompagnait enfin. Le car était déjà là, moteur ronflant, grand, jaune, portant l'inscription. Akwaaba School for Young Leaders, Accra. Je suis monté avec mon sac sur l'épaule, mon cœur entre deux mondes. Dans la vitre, je voyais mon quartier, mes racines, s'éloigner lentement. Je n'ai pas pleuré. Mais j'ai chuchoté dans ma tête. Je reviendrai. Pas comme une victime. Pas comme une enfant abandonnée. Je reviendrai comme une femme bâtie sur la vérité. Et le car a démarré, emportant Adjoa, vers son destin. Accra. Le nom même vibrait comme un tambour. Quand le car est entré dans la capitale, j'ai cru entrer dans un autre monde. Des bâtiments qui touchaient presque le ciel. Des voitures qui klaxonnaient comme des bêtes pressées. Des gens qui marchaient vite, très vite, comme si le temps les chassait. Moi, Adjoa Dazokwa, je regardais tout cela depuis ma vitre comme une étrangère tombée dans un rêve bruyant. L'école était un grand bâtiment blanc, entouré d'un jardin bien taillé. À l'entrée, une pancarte dorée. Akwaaba School for Young Leaders, excellence, courage, vérité. Ils portaient des uniformes impeccables, des cartables brillants, des chaussures neuves. Moi, je portais mes sandales usées et un sac offert par mon professeur.
Les regards ont commencé dès que je suis descendu. C'est elle. La fille de la vidéo. Elle a grandi dans un village non. Elle a l'air sérieuse, mais un peu bizarre. La première semaine fut dure. Je comprenais les cours, mais je ne comprenais pas les gens. Ici, on ne parlait pas avec des proverbes. On parlait avec des codes. Des silences cachés. Des vêtements qui disent plus que les mots. Des manières de s'asseoir, de rire, de regarder. Je mangeais seul au début. J'écrivais le soir, dans mon carnet. Et chaque fois que je me sentais déplacé, je relisais une ligne du carnet de ma mère. Quand l'eau change de rivière, elle apprend un nouveau courant, mais reste toujours de l'eau. Puis un jour, une fille est venue s'asseoir près de moi. Elle s'appelait Linda. Elle était née à Londres, mais vivait à Accra depuis 2 ans. Elle avait lu mon histoire dans un article. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Tu n'as pas besoin de t'adapter à eux. Ils doivent apprendre à t'écouter. Et ce jour-là, pour la première fois à Accra, j'ai souri. Tout a commencé par un murmure. Une fille de ma classe, Ama, que je croyais distante, m'a glissé un mot dans mon casier. J'ai vécu pire que toi. Mais je n'ai jamais osé parler. Tu crois que je pourrais t'écrire, moi aussi? Je n'ai pas répondu tout de suite. Le soir même, je suis resté assise dans le jardin de l'école, là où les arbres masquaient un peu le bruit de la ville. Je pensais à toutes celles comme Ama, à toutes celles qui marchaient le dos droit mais le cœur tordu. Toutes celles qui n'avaient jamais osé mettre leur douleur en mots. Et j'ai eu une idée. Le lendemain, j'ai demandé à la directrice une salle libre pendant les pauses. Elle m'a regardé avec méfiance. « Tu veux fonder un club? De quoi exactement ?» J'ai répondu. « Un club où les filles peuvent venir écrire ce qu'elles ne peuvent pas dire. Même si elles ne parlent pas. Même si elles pleurent en silence. Je l'appellerai le cercle des filles silencieuses. » Elle a haussé les sourcils, surprise. Mais elle a dit oui. La première semaine, seules 2 filles sont venues. Ama et Linda, qui me soutenaient toujours. Puis, comme des feuilles portées par le vent, elles ont été 5, puis 9, puis 15. Certaines racontaient des humiliations à la maison. D'autres parlaient de harcèlement, de blessures qu'on cache derrière des notes excellentes. D'autres encore, simplement écrivaient. Et moi, je lisais leurs textes comme on écoute des battements de cœur. Un jour, j'ai dit « Vous n'êtes pas faible. Vous êtes puissante. Vous avez simplement été obligée d'être silencieuse trop longtemps. » Et ce soir-là, une fille, Akosua, qui ne parlait jamais, a levé la main et dit « Adjoa, grâce à toi, je sais que la parole, ce n'est pas une arme. C'est un feu qui réchauffe. » Notre cercle grandissait. Et moi, je comprenais que ma mission allait bien au-delà de mon histoire. J'étais devenue gardienne d'autres voix. Un vendredi matin, la directrice est venue me chercher en pleine pause. Elle tenait une lettre scellée, au logo officiel. Son visage était grave, mais admiratif. « Adjoa, tu as été invité à prendre la parole devant le Parlement des jeunes du Ghana. Ton discours a été repéré par le ministère de l'Éducation et celui de la Protection sociale. » Je suis resté figé. Le Parlement? Moi? Une fille d'Azokwa? Je me suis même demandé si ce n'était pas une erreur. Mais non, c'était très réel. L'événement avait lieu à Accra International Conference Center. Un lieu vaste, grandiose, où des jeunes de tout le pays, du nord au sud, de Tamale à Takoradi, venaient pour proposer des projets, porter des causes. Mon nom était inscrit sur le programme officiel. Adjoa Kwam, témoignage, le droit d'exister au sein de la famille. La veille, je n'ai presque pas dormi. J'ai pensé à tout le chemin parcouru, à la pluie, au porche fermé, à Tante Nana, au marché, à Efua, à ma mère, et à toutes les filles silencieuses. Sur scène, mon cœur battait comme un djembé. Mais ma voix, elle, ne tremblait plus. Micro, mon discours commença ainsi. Je ne suis pas venu ici raconter une tragédie. Je suis venu poser une question. Quand on parle de famille, pourquoi ne protège-t-elle pas toujours? J'ai grandi dans une maison où l'on m'a dit que je n'étais pas assez, où l'on m'a fait croire que l'amour était un luxe. Aujourd'hui, je vous parle non pas pour qu'on m'applaudisse, mais pour que plus jamais une fille ne soit chassée de chez elle pour exister. Le Ghana ne peut pas grandir si ses filles sont réduites au silence. Ce n'est pas juste une affaire de tradition, c'est une affaire de justice. À la fin, la salle s'est levée. Des ministres ont applaudi. Des jeunes m'ont entouré. Et un député m'a glissé. Votre parole est plus puissante que nos lois. Merci de nous réveiller. Quelques jours plus tard, une proposition de loi était déposée.
Renforcement des mécanismes de protection pour les enfants placés chez des tuteurs ou beaux-parents. Mon histoire, ma douleur, ma voix, était devenue un levier pour des milliers d'enfants. C'était une année plus tard. 1 an depuis ce jour où j'étais monté dans le car jaune, le cœur rempli de cendres et de promesses. Je revenais cette fois non pas brisé, mais bâti. L'école m'avait donné plus qu'un savoir, une mission. Mon cercle de filles silencieuses était devenu un programme national pilote. Mon histoire figurait dans un manuel scolaire. Et à Accra, on m'appelait la voix née de la pluie. Quand je suis descendu du car à Azokwa, tout avait l'air plus petit, mais aussi plus beau, plus vivant, parce que cette fois, je n'étais plus seul. Une foule m'attendait. Mon père, tante Nana, le professeur d'anglais, et surtout, des filles. Petites, grandes, certaines que je ne connaissais pas, mais qui me regardaient avec des yeux pleins de reconnaissance. J'ai marché lentement, et une jeune fille, à peine âgée de 9 ans, m'a tendu une lettre. Je t'ai vu à la télé. Moi aussi, je n'ai pas de maman. Mais maintenant, je veux devenir comme toi. Je l'ai prise dans mes bras. Et j'ai murmuré. Alors tu deviendras encore plus forte. Et tu iras encore plus loin. Ce soir-là, à la lumière de la lune, j'ai lu un dernier extrait du carnet de ma mère. L'enfant que le monde rejette est souvent celui que Dieu choisit pour changer ce monde. Aujourd'hui, j'ai 18 ans. Je suis debout dans un auditorium rempli. Devant moi, des jeunes, des femmes, des enseignants, des activistes. Certains viennent de loin, d'autres de tout près. Je suis là pour la conférence nationale sur la dignité familiale. Et ce n'est plus un concours. Ce n'est plus un plaidoyer. C'est ma mission. Microphone, je prends la parole, une dernière fois. Il y a quelques années, j'étais une petite fille sous la pluie. Rejetée, oubliée, salie. J'ai cru que mon histoire finirait là. Mais cette nuit-là, Dieu a semé une parole dans mon cœur. Et j'ai décidé de ne pas me taire. Aujourd'hui, je suis venu dire ceci. Ce monde n'a pas besoin d'enfants parfaits. Il a besoin d'adultes qui aiment mieux. D'adultes qui savent écouter, guérir, protéger. Parce que chaque fois qu'on se tait devant une injustice familiale, chaque fois qu'on excuse la violence par la tradition, chaque fois qu'on choisit le silence au lieu du soutien, on crée une autre Adjoa. Et un jour, cette Adjoa pleurera, ou se taira, ou mourra à l'intérieur. Mais si on l'écoute, si on la protège, si on la laisse parler, alors elle devient une lumière. Comme je suis devenu. Pas parce que j'étais forte, mais parce que j'ai été entendue. La salle se lève. Mais cette fois, je ne pleure pas. Je souris. Profondément. Sincèrement. Je pense à ma mère, à tante Nana, à mon père, à toutes les filles silencieuses. Et je me dis, que cette histoire ne soit jamais refermée. Qu'elle reste une voix, qui marche, qui veille, qui bâtit. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout.